RMC Story aujourd'hui dans les GG. Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Jacques Maillot, fondateur du Voyagiste Nouvelles Frontières. Monsieur Maxime Liédo, étudiant en histoire. Et nous accueillons un sociologue, Michel Fize. Il nous parle de l'école. Le grand oral des grandes gueules. Bonjour Michel Fize, merci d'être avec nous. Je vous en prie, jour de rentrée, 12 millions d'élèves rentrent dans une école que vous considérez comme étant à la ramasse. Bravo. J'espère que les profs, de toute façon ils sont en classe a priori, donc ils vont pas nous écouter, le ministre va pas nous écouter, personne va nous écouter parce que vous dites il y a la faillite des réformes, la faillite de la langue française, la faillite du métier d'enseignant, la faillite de l'égalité, la faillite du système de transmission, la faillite de la paix scolaire. Ça fait beaucoup. Il faut fermer la boutique là. Je pense qu'il faudrait fermer cette boutique. Je ne suis pas un fossoyeur de l'école, je suis un fossoyeur de cette école. Parce que vous venez de rappeler des choses qui sont des diagnostics qui sont faits par toutes les statistiques de l'éducation nationale, par différentes enquêtes, par différentes études. Je n'ai rien inventé. Il n'y a pas un seul chiffre, encore une fois, qui sort de mon élucubration de sociologue. Donc je me suis borné effectivement à rassembler un petit peu toutes ces données et à voir finalement à quoi on aboutissait une fois qu'on avait fait ces constats. Mais à cause de terribles. qui, à cause de quoi on en est à cette faillite selon vous? Tout le monde. Alors, c'est vrai que quand on parle faillite, je vois bien les commentaires après la publication de ce livre, c'est d'accuser la gauche. Voilà. C'est la gauche qui, depuis 50 ans, nous aurait conduit à cette situation. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il y a peut-être la gauche d'un côté, mais il y a aussi un environnement social qui nous a poussés vers des situations d'individualisme, du chacun pour soi, où chacun a tendance à fixer ses propres règles. Bon, et surtout, je pense que il y a une crise majeure, c'est une crise de la légitimité. On le voit dans le milieu politique. Plus personne n'est légitime aux yeux de personne. Donc ça veut dire que le prof doit montrer sa compétence pour obtenir de la légitimité. Voilà. Et l'élève, lui, face à cette situation, se demande ce qu'il fait à l'école. Voilà. Donc je rappelle deux choses. Les élèves s'ennuient, ça c'est pour le moins pire. Voilà. Ou ils chahutent, ça c'est pour le pire. Voilà. Et je pense, quand je parle de la faillite de l'enseignant, c'est que la faillite vient du fait que l'enseignant, avant d'être un distributeur de connaissances, est une sorte de gardien de la paix. D'ailleurs, il doit lutter contre les chahuts. Quelquefois, je pense que la situation est pire que ce qu'on peut imaginer. Mais attendez, M. Blanquer a trouvé. On a la Marseillaise dans les salles de classe, le drapeau français et le drapeau européen, M. Fize. Oui, alors c'est vrai que cette réforme Blanquer est assez instructive. Il y a à boire et à manger, comme on dit un peu trivialement. Il y a le meilleur et le pire. Bon, c'est vrai que par exemple, quand on voit les premières mesures, dédoublement des classes de CP, c'est bon ça. Ça c'est bon. Et vous dites que vous, ce serait mieux de le faire en 4e, 3e. Alors voilà, oui, parce qu'on oublie quand même que derrière la notion que je n'aime pas trop d'élèves, qui tendrait à montrer que finalement tout le monde ressemble à tout le monde. Il y a des âges. Moi, je suis d'abord un spécialiste de l'adolescence, comme chacun sait. Voilà. Et je pense que le besoin d'autonomie, il est plus fort, à mon sens, au collège qu'en CP. Je pense qu'on peut manager des élèves de CP. Des élèves de 4e ou 3e. Faire des classes de 12 élèves. Voilà. Là, je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse des petits groupes, qu'on leur permette de s'exprimer. C'est-à-dire, le problème avec cette école française, c'est que tout commence bien, avec la maternelle, qui est vraiment le système unique au monde, quelque part. Et puis, tout finit mal à l'entrée au collège. Voilà. Ou alors là, on dit, maintenant, l'opération gavage va commencer. Donc, écoutez... Et puis, mais on gave mal, parce qu'il y a quand même encore toujours ce chiffre important de décrocheurs scolaires. Finalement, ceux qui réussissent à l'école, c'est ceux qui ont les clés. D'ailleurs, la statistique la plus effroyable, ce sont les enfants de profs qui réussissent le mieux à l'école. Ça veut dire qu'en fait, eux, c'est normal, ils ont le mode d'emploi, parce que leurs parents sont dans le système. Voilà. Les autres, débrouillez-vous. Voilà, c'est en cela que le système scolaire est le plus antidémocratique qu'on ait connu depuis ces 50 dernières années. Parce que l'élitisme s'est pas réduit, il s'est approfondi. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'un élève de milieu défavorisé a 4 fois moins de chances en moyenne de réussir qu'un élève d'un milieu favorisé. Ça, c'est pas acceptable. L'école égalitaire, vous dites, c'est une foutaise, ça n'existe pas. Non, bien sûr. D'abord, le principal constat, c'est que cette réforme, pour moi, c'est du replâtrage. C'est utile, contrairement à ce qu'on dit. Je pense que c'est l'une des réformes
les moins stupides qu'on ait faites depuis ces dernières années, avec la réforme d'ailleurs de Najat Vallaud-Belkacem. La réforme du collège était vraiment une réforme révolutionnaire. On l'a pas bien vu, pas bien compris, parce que dès qu'on remet en cause le principe de compétition, hein, on dit oulala, si on forme pas les élèves à la compétition. Oui, sauf qu'on oublie que dans l'entreprise, on demande aussi de la coopération, de savoir travailler en équipe, hein, de savoir gérer un groupe. Voilà, toutes sortes de choses qu'on n'apprend pas aux élèves. Voilà, donc c'est pour ça que il faut faire une table rase, tout remettre à plat. C'est pour ça que je dis, bon, il faudrait des états généraux de l'éducation. Pas de Grenelle, hein. Pas de Grenelle. On va éviter Grenelle, ça fait on a peut-être l'habitude. Ouais, ça fait penser peut-être à mai 68. Non, des états généraux, voilà. On prendrait le temps, des états généraux citoyens, on ferait un grand débat sur l'éducation, comme il y a eu un grand débat sur un peu tout. Il en sort quelque chose. Hein. Ah oui, oui. Jacques, t'y crois, toi? Vous avez envoyé le livre à Blanquer? Oui. Il a réagi? Mais il n'a pas répondu, bien sûr. Ouais. Je voulais vous poser une Non, question. d'ailleurs, j'en profite pour remercier mes hôtes. C'est que en fait, j'ai pas beaucoup la possibilité de m'exprimer parce que vous avez bien vu qu'en ce moment, c'est le quart d'heure de gloire de Monsieur Blanquer, les interviews partout, presse écrite, presse audiovisuelle. Voilà. Et donc, on peut pas imaginer une réforme qui serait portée par des gens de l'intérieur, qui sont juges et partis. De même qu'une réforme ne peut pas être le fait d'un seul ministre, la réforme ne peut pas être non plus le fait des seuls profs. Non. Je regrette. Les profs, ils sont dedans. Donc, ils sont à la fois auteurs, mais aussi victimes. Jacques, vous question. Vous minimisez la responsabilité de la gauche. Ben, excusez-moi, la droite, les ministres de droite, ils ont fait une politique de gauche en général, tellement ils avaient peur. Ou alors comme Châtel, il n'a rien fait du tout, il n'a touché à rien. Donc en fait, quand même, globalement, dans l'éducation, la gauche a eu un rôle majeur. C'est-à-dire, je pense que les valeurs portées par la gauche, hein, notamment sur le plan des méthodologies, hein, des pédagogies nouvelles, cette querelle qui nous a fait perdre beaucoup de temps, hein, les pédagogistes contre les républicains, voilà quelque chose qui nous a fait perdre vraiment énormément de temps. Les faux slogans pseudo-scientifiques que je rappelle. Comment est-ce qu'on a pu porter pendant 30 ans cette idiotie du niveau qui monte? Voilà. Alors que c'est dans tous les classements. Et vous savez ce que disaient les auteurs? Ah ben oui, mais on a toujours dit que le niveau baisse. Donc le niveau baisse pas puisqu'on a toujours dit qu'il baissait. C'est un argument sociologue que je trouve un petit peu court, hein, d'une grande pertinence. Non, le niveau baisse. Bon, je crois qu'il faut être clair. Pour moi, la recomposition, la refondation passe par la réconciliation avec la langue française. Voilà. La langue française... C'est ce sur quoi vous insistez, la pauvreté du langage aujourd'hui. La langue française est une langue morte. La langue française est une langue morte. Et alors, elle n'est pas morte uniquement chez les élèves, elle est morte partout. Ce matin, en arrivant, je regardais dans un journal quotidien du matin qu'il y avait des coachs en orthographe pour les personnes, les adultes d'entreprise. Moi, vous savez, je viens d'une époque où, si vous vous trompiez entre l'accent aigu et l'accent grave, vous perdiez un quart de point dans votre dictée. Voilà. Aujourd'hui, un élève de CM2 commet 18 fautes en moyenne dans un texte de 10 lignes qui comporte 67 mots. Voilà, donc c'est très précis. Et donc la dérive, voilà. Donc le français. Alors, vous savez quoi? On répond à ça que oui, mais cet élève a d'autres compétences maintenant, notamment les compétences numériques. Et ça, c'est un point d'ailleurs sur lequel vous insistez, le numérique. Comme quoi, on n'a pas tous les outils justement des élèves pour les aider au numérique. Oui, la révolution qui arrive. Il y a aussi une inégalité devant le numérique, parce que tout le monde n'est pas bardé d'appareils numériques chez soi. Donc là, on revient effectivement aux personnes des résidant dans les cités. Il y a encore un déficit d'équipement, mais moi, je veux quand même attirer l'attention que une institution, elle est construite sur un langage, notre langage. Voilà. Donc il faut que notre langage, comme reprenne un peu de la hauteur, parce que c'est avec des mots. Alors d'ailleurs, qui sont ignorés. Il y a beaucoup, François Bégodeau, que je cite dans le livre, fait l'inventaire des mots qui nous paraissent des mots ordinaires que les élèves ne comprennent pas. Je peux vous dire que probablement la moitié de ce que dit un prof en classe, l'élève ne comprend pas. Alors, je ne parle pas des infos télévisées. Effectivement, moi, j'ai eu des adolescents qui me disaient, mais de quoi ils parlent? Moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Voilà. Donc, il faut faire attention à vérifier que ce qui est dit est bien compris. Didier Giron.
Écoutez, moi je suis ravi de vous rencontrer parce que je me suis toujours demandé à quoi servait un sociologue. Alors vous éclairez ma lanterne et pourquoi les facs de sociologie étaient pleines et les plombiers n'arrivaient pas à trouver un ouvrier. Mais du coup vous éclairez ma lanterne par cette rencontre. J'ai eu un peu de mal avec votre analyse et entre autres ce qu'on vient d'évoquer là, où pendant l'ensemble du bouquin, vous nous expliquez comment il y a eu une dérive, comment l'école a lâché dans sa mission qui était d'inculquer du savoir. Donc, à la fin de votre livre, on serait tenté de dire, alors faisons marche arrière, et en même temps, votre conclusion générale dit, il faut moins de règles, il faut plus de liberté à l'ensemble de l'école. Je trouve que ça va à l'encontre du déroulé qu'il y a eu avant, mais peut-être j'ai pas très bien compris. Et la deuxième question, je vais vous citer mon cas personnel. Vous avez dit aussi que un enfant de pauvre, pour faire simple, a 4 fois moins de chances de réussite qu'un enfant de riche. Encore faudrait-il qu'on se mette d'accord sur la réussite. Moi, j'étais bon élève en 3e. Et quand en 3e, alors que mon père était chauffeur de car, j'ai caché à mes professeurs que mon orientation, c'était un BEP agricole en alternance. Le jour où ça s'est révélé, mes parents ont été convoqués en disant « Mais tu te rends compte, tu vas aller avec des mecs qui font 50 fautes dans une dictée, tu vas abaisser ton niveau. » Je pense que c'est d'abord le problème de l'éducation et de l'éducation nationale, c'est d'abord un problème d'orientation, quoi. Je crois que c'est un problème. Alors, outre, encore une fois, le français qu'il faut réhabiliter d'urgence aujourd'hui. Pas moi le meilleur défenseur. Voilà. Il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut enseigner en 2019. Et qu'est-ce qu'on doit enseigner? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Que doit-on enseigner alors? Voilà. Que doit-on enseigner et comment doit-on l'enseigner? Je pense qu'il faut effectivement individualiser aujourd'hui les méthodes pédagogiques, parce que par exemple, dédoubler les classes de CP, on dit que ça marche, c'est un peu une tarte à la crème, on sait bien que quand on a 12 élèves, ça va mieux que quand on a 24, et si on en avait 6, si on avait 6, ce serait encore mieux, et si c'était comme Jean-Jacques Rousseau, où on en a 1, ça irait encore mieux. Sauf que si effectivement on se contente de ça, mais qu'on change pas le regard sur l'enseignement, parce que par rapport à ce que vous disiez, je suis pas contre les règles. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut transmettre. Alors, on n'est pas obligé de le transmettre brutalement, mais par exemple, lire, écrire, compter, ça, c'est un fondamental. Donc, je pense que pour le moment, c'est la transmission qui est le meilleur outil, plutôt que l'apprentissage par l'élève qui va tâtonner sans doute trop longtemps. Donc, il faut faire un mariage. Je suis pour peut-être résumer ce que vous dites. Moi, je suis pour la synthèse. Et vous n'êtes pas pour le retour à l'école, à la papa, Vous dites, faut-il rétablir l'ancienne école? Parce que on va vous reprocher ça. On va vous dire, oui, Fies, c'est un réac. Alors d'abord, c'est qu'ils n'auraient pas compris que l'école Jules Ferry est toujours présente, mais elle fonctionne moins bien qu'avant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on considère que l'école Jules Ferry, c'est l'école verticale, c'est l'école du maître et de l'élève, que c'est l'école de la salle de classe, que c'est l'école des savoirs que l'on transmet, parce que dans cette affaire, l'éducation est perdue de vue. L'éducation nationale n'éduque pas. Alors, dans ce cas-là, elle devrait s'appeler instruction publique. Comme ça, ce serait beaucoup, beaucoup plus clair. Si on reprend sur ces bases-là, c'est toujours l'école Jules Ferry. Elle n'a pas changé. Je me souviens, le président Chirac un jour disait, mais le lycée, c'est le lycée napoléonien. Il a raison. C'est le lycée napoléonien. Les structures sont à peu près les mêmes. On est toujours dans un rapport hiérarchique. Donc le grand anachronisme, c'est qu'on a une institution, donc par définition verticale, dans une société qui est horizontale. Vous posez des questions tabous. Ah oui, bien sûr. Notamment, est-ce qu'on doit avoir des profs à vie, des professeurs à vie? Vous interrogez aujourd'hui sur qu'est-ce qu'un professeur, quel est le devoir d'un professeur. Il faut réinventer le prof aujourd'hui du 21e siècle, et pas forcément se dire on rentre à l'éducation nationale jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qui est pire que ça, c'est que c'est l'école elle-même qui est un tabou. C'est-à-dire, quelque part, j'ai bien senti qu'on peut critiquer un peu l'école, on peut l'écorner, mais pas la prendre de front. Et donc, dans ce sens-là, il y a une sorte de consensus de la pensée unique. Moi, je viens d'un temps où on pensait sur l'école. Il y avait une réflexion sur l'école. Alors, on peut en penser ce que l'on veut, réflexion de gauche, réflexion progressiste, mais on pensait. Aujourd'hui, la gauche elle-même ne pense plus sur l'école. Il n'y a pas que sur l'école. Et pas que sur l'école. Et la deuxième chose, c'est que cette école taboue, elle protège un totem.
Voilà, et je reviens sur mon dada, qui est le bac. Tant qu'on n'aura pas supprimé le bac, on ne pourra pas changer d'école. On le réduit. C'est le premier frein à la formation professionnelle. Vous avez vu, on veut le réduire et ça fait déjà... Le bac, c'est l'anti-savoir par excellence. Ah, oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un gavage, c'est tout. C'est un recrachage de connaissances, c'est un exercice de mémoire. Et je suis très inquiet. Moi, je suis pour le contrôle continu. Moi, je suis pour un contrôle continu intégral. 100%. Plus de bac. Voilà, plus de bac. Parce que là, ce que sert Monsieur Blanquer, c'est très subtil. Parce que j'ai vu, il réintroduit des sessions, 3 sessions, des mini-sessions. C'est du bac. C'est du bac avant la lettre. C'est pas ça le contrôle continu. Il dit un travail continu. L'expression est bonne, il faut un travail continu. Mais ça passe pas effectivement par ces mini-épreuves. On retombe dans un bachotage. Mais pour le coup, c'est le bachotage. Ça continue, ça. Vous avez raison par rapport au bac, c'est le sujet sur lequel je voulais vous interroger. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui dans l'éducation nationale, non seulement à vouloir orienter l'élève trop tôt, quitte à ne pas savoir et quitte à ne pas le préparer en fait à une vie active, mais tout simplement à une vie précise, c'est-à-dire qu'on crée plein de filières d'ailleurs qui sont aujourd'hui dévalorisées, critiquées. Est-ce qu'il n'y a pas en effet un problème bac dans le sens où celui-ci ne sert plus à rien et on nous fixe l'objectif finalement dès la seconde en nous y préparant qu'à moitié ou alors à peine parce qu'il est délivré à tout le monde? Alors je crois, ça figure dans les textes, l'orientation théoriquement est réversible. Pratiquement, elle ne l'est pas. Quand vous êtes sur une voie, vous y restez. Si c'est la bonne, vous avez de la chance. Si c'est la mauvaise, tant pis pour vous. Je pense qu'il faut introduire un système d'orientation permanente. D'ailleurs, voilà, il faut pouvoir changer à tout instant. Quant au bac, qui est une espèce de monument historique, comme disait, mais pour moi c'est le Titanic, en réalité. On voit bien, il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire du bac. Moi je me souviens, j'avais écrit un livre il y a 7 ans, Le bac inutile, voilà, où les journalistes, certains de vos confrères me disaient, bien sûr, monsieur Fils, vous avez raison, que ce machin-là, il nous empêche. Oui, mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Voilà, donc là, on est en plein tabou. Or, l'hypocrisie, c'est d'abord de constater qu'il y a des bacs. Il n'y a pas un bac. Voilà. À qui fera-t-on croire que c'est le mode d'évaluation le plus objectif quand vous êtes dans une section professionnelle, dans une cité en difficulté, ça n'a pas tout à fait la même valeur quand vous êtes bachelier en section scientifique à Henri IV ou Louis le Grand. Michel Fils, tout ça c'est très bien, mais comment voulez-vous réformer une institution d'1 million de personnes? Il y a 800 000 profs, plus 200 000 personnels, plus ces syndicats, plus finalement chacun d'entre nous, parce qu'on a tous notre avis sur l'école en tant que parents d'élèves, en tant qu'ancien élève. Comment voulez-vous faire bouger les choses? Vous savez, pour faire le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes, quelle que soit l'issue de ce mouvement, il a déjà fait bouger les choses dans les esprits. C'est-à-dire l'idée qu'il y a d'un côté le pouvoir politique qui impose et de l'autre les citoyens qui acceptent, qui doivent accepter. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à voter ou voter bien, comme dit monsieur Macron aujourd'hui. Donc encore une fois, on va vers un exercice permanent de dialogue. Voilà. Je pense qu'à l'avenir, il y aura de moins en moins de mesures politiques qui vont s'imposer parce que vous avez été élu pour les imposer. Donc je pense que, évidemment, l'école doit continuer à fonctionner, qu'on en aménage le fonctionnement comme fait M. Blanquer et d'autres, c'est bien, mais je pense que ça vaudrait la peine d'avoir des états généraux qui dureraient 2 ans, qu'on prenne le temps, en se posant d'abord les bonnes questions. Quelles sont les missions de l'école? Parce que j'ai oublié de dire quand même qu'on fait comme si on savait à quoi sert l'école. Moi, personnellement, je ne sais pas à quoi sert l'école, sauf à rappeler qu'on a des profs qui transmettent des matières, qui sont indigestes, qu'on ne va perdre de vue aussi rapidement qu'on les aura apprises, et puis des élèves qui sont là, qui ont dit apprenez des choses qui vous ne serviront à rien, mais il faut quand même les apprendre. Donc continuons comme ça. Merci Michel Fils. L'école à la ramasse, l'éducation nationale en faillite aux éditions de l'Archipel. C'est le livre Grande Gueule pour bien débuter la semaine en ce jour de rentrée, bien sûr. Merci Michel Fils. Demain, Zora Bitan, Maxime Liédot, Jérôme Marty et Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, qui lance un appel. Syndiquez-vous. Quel est l'intérêt de se syndiquer encore en 2019? Là aussi, c'est un tabou, c'est un totem. Bonne journée et à demain 9h. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.